Dans les couloirs feutrés du siège des Nations Unies à New York, une tension palpable s'installe, alors que deux figures emblématiques de la francophonie africaine s'apprêtent à croiser le fer diplomatique. D'un côté, Emmanuel Macron, président de la République française, incarnation d'une certaine vision néocoloniale selon ses détracteurs, porteur d'un discours de renouveau selon ses partisans. De l'autre, Ibrahim Traoré, le jeune capitaine devenu président du Burkina Faso, figure de proue d'une nouvelle génération de leaders africains qui refusent la tutelle occidentale et revendiquent une souveraineté pleine et entière pour le continent noir. Cette confrontation qui se dessine dans l'enceinte la plus prestigieuse de la diplomatie mondiale n'est pas le fruit du hasard. Elle cristallise des décennies de tensions, de malentendus et de rapports de force déséquilibrés entre la France et ses anciennes colonies africaines. Le silence calculé de Macron face aux déclarations incendiaires de Traoré révèle une stratégie politique complexe, où chaque mot pèse, où chaque geste est scruté, où chaque silence en dit plus, long que mille discours. L'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir au Burkina Faso, à la suite du coup d'État de septembre 2022, a marqué un tournant dans les relations franco-africaines. Cet homme de 34 ans, formé dans les académies militaires, représente une génération qui n'a pas connu la décolonisation mais qui en porte encore les stigmates. Contrairement à ses prédécesseurs, souvent formés dans les universités françaises et imprégnés de la culture hexagonale, Traoré incarne une africanité assumée, une fierté retrouvée qui dérange profondément l'establishment français. Ses premières déclarations en tant que chef d'État ont sonné comme un électrochoc dans les chancelleries occidentales. Lorsqu'il dénonce publiquement la présence militaire française en Afrique de l'Ouest, qualifiant cette dernière d'occupation déguisée, il touche au cœur même de la stratégie géopolitique française sur le continent. Quand il remet en question les accords de coopération économique, notamment les mécanismes du franc CFA, qu'il qualifie d'instruments de subordination économique, il s'attaque au fondement même de la France-Afrique. Le président français, habitué aux joutes diplomatiques et aux subtilités du langage international, se trouve désarmé face à cette parole directe, sans filtre, qui tranche avec les codes diplomatiques traditionnels. Macron, qui s'était pourtant présenté comme le rénovateur des relations franco-africaines, le président qui allait tourner la page de la France-Afrique, se retrouve confronté à une réalité qui dépasse ses propres ambitions réformatrices. La stratégie du silence adoptée par l'Élysée n'est pas nouvelle dans l'arsenal diplomatique français. Elle traduit une approche calculée, visant à ne pas donner plus d'écho aux critiques africaines tout en préservant les intérêts stratégiques de la France sur le continent. Mais cette fois-ci, le silence présidentiel résonne différemment. Il trahit une certaine impuissance face à une nouvelle génération de leaders africains qui refusent de jouer selon les règles établies depuis les indépendances. Les services de l'Élysée ont minutieusement préparé cette séquence onusienne. Chaque intervention, chaque prise de position a été calibrée pour éviter l'escalade tout en maintenant la dignité française. Les conseillers de Macron savent pertinemment que toute réaction trop vive aux provocations de Traoré pourrait être interprétée comme une confirmation des accusations néocoloniales. Inversement, un silence trop prolongé risque d'être perçu comme un aveu de faiblesse. Cette situation inédite révèle les limites de la diplomatie française traditionnelle en Afrique. Pendant des décennies, la France a pu compter sur des relais fidèles, des élites africaines formées dans ses universités, imprégnées de sa culture, reconnaissantes pour l'aide au développement et la protection militaire. Ces élites constituaient un véritable tampon entre Paris et les aspirations populaires africaines, souvent plus critiques envers l'ancienne puissance coloniale. L'émergence de leaders comme Ibrahim Traoré, issus des rangs militaires, formés dans une culture de résistance et porteur d'un discours panafricaniste, bouleverse cet équilibre subtil. Ces nouveaux dirigeants s'adressent directement au peuple, court-circuitent les canaux diplomatiques traditionnels et utilisent les réseaux sociaux pour faire entendre leur voix au-delà des frontières nationales. Le contexte sécuritaire au Sahel ajoute une dimension supplémentaire à cette confrontation diplomatique. Le Burkina Faso, comme ses voisins maliens et nigériens,
fait face à une insurrection djihadiste qui déstabilise toute la région. L'intervention militaire française, initialement saluée par les populations et les gouvernements locaux, est aujourd'hui remise en question par une partie grandissante de l'opinion publique africaine. Ibrahim Traoré capitalise sur cette frustration populaire. Il présente l'échec relatif de l'opération Barkhane comme la preuve de l'inefficacité de la stratégie française, voire de sa duplicité. Selon lui, la France aurait intérêt à maintenir un certain niveau d'instabilité pour justifier sa présence militaire et conserver son influence géopolitique dans la région. Ces accusations, qui font écho aux thèses développées par certains intellectuels africains depuis des années, trouvent aujourd'hui une caisse de résonance inédite grâce à la position de Traoré et à sa capacité à mobiliser l'opinion publique africaine. La tribune onusienne lui offre une visibilité internationale qui démultiplie l'impact de ses déclarations. Face à cette offensive, la diplomatie française adopte une stratégie de contournement. Plutôt que de répondre directement aux accusations, elle privilégie une approche par ricochet, utilisant les instances multilatérales et les partenaires européens pour défendre sa position. Cette tactique permet de maintenir une certaine distance avec la polémique, tout en préservant les intérêts français. Cependant, cette stratégie du silence cache également une profonde perplexité au sein de l'appareil d'État français. Les experts de l'Afrique à l'Élysée et au Quai d'Orsay peinent à décrypter les véritables intentions de Traoré. S'agit-il d'une stratégie de négociation visant à obtenir de meilleures conditions dans les accords bilatéraux ou d'une rupture définitive avec la France et l'Occident en général? L'intervention d'Ibrahim Traoré devant l'Assemblée générale des Nations unies restera gravée dans les annales diplomatiques comme un moment de vérité crue sur les relations franco-africaines. Monté à la tribune avec l'assurance de celui qui n'a rien à perdre, le président burkinabé a livré un réquisitoire implacable contre la politique africaine de la France, égratignant au passage l'ensemble du système international qu'il accuse de perpétuer les inégalités héritées de la colonisation. Ces mots, pesés mais incisifs, ont résonné dans l'hémicycle comme un coup de tonnerre. L'Afrique ne peut plus accepter d'être le précaré de quelque puissance que ce soit, a-t-il déclaré, le regard fixé sur la délégation française. Nous réclamons le droit à l'autodétermination véritable, pas cette indépendance de façade qui nous a été concédée il y a plus de 60 ans. Chaque phrase était calculée pour porter, chaque formule ciselée pour marquer les esprits et faire le tour des réseaux sociaux africains. La délégation française, menée par Emmanuel Macron en personne, a assisté à cette charge sans broncher apparemment. Les caméras ont saisi l'expression impassible du président français. Son regard fixe, ses mains croisées sur la table. Aucun signe d'agacement, aucune réaction visible. Cette maîtrise apparente dissimule pourtant une tempête intérieure, une frustration profonde. Face à cette remise en cause frontale de décennies de politique africaine, Traoré n'a pas épargné les aspects les plus sensibles de la présence française en Afrique. Il a dénoncé les bases militaires qui ressemblent étrangement à des postes de contrôle colonial, fustigé les accords économiques léonins qui maintiennent nos pays dans la dépendance et critiqué une aide au développement qui développe surtout les intérêts du donateur. Chaque accusation était étayée d'exemples précis, de chiffres irréfutables qui ont semé le trouble dans les rangs de la diplomatie occidentale. Le silence de Macron pendant cette intervention n'était pas fortuit. Les conseillers de l'Élysée avaient anticipé cette offensive et préparé une stratégie de non-confrontation. Répondre immédiatement aux accusations de Traoré aurait donné à ces dernières une légitimité supplémentaire et aurait transformé la tribune onusienne en un pugilat diplomatique peu digne du rang de la France. Le calcul était donc de laisser passer l'orage verbal en espérant que l'opinion internationale retiendrait davantage la forme que le fond. Cette stratégie s'appuie sur une lecture particulière de la diplomatie multilatérale. Selon les experts français, les déclarations fracassantes devant l'ONU sont souvent destinées à la consommation intérieure, plutôt qu'à un véritable dialogue international. Traoré, confronté à une situation économique et sécuritaire difficile au Burkina Faso,
chercherait avant tout à détourner l'attention de ses compatriotes vers un ennemi extérieur commode, l'ancienne puissance coloniale. Pourtant, cette grille de lecture traditionnelle semble insuffisante pour appréhender la complexité du phénomène Traoré. Contrairement aux dirigeants africains précédents qui utilisaient la rhétorique anti-française comme un exutoire ponctuel, le président burkinabé semble animé d'une conviction profonde et d'une stratégie à long terme. Ces déclarations s'inscrivent dans une démarche cohérente de repositionnement géopolitique de son pays. La réaction française, orchestrée depuis l'Élysée, a privilégié les canaux diplomatiques discrets plutôt que la confrontation publique. Dans les heures qui ont suivi l'intervention de Traoré, les ambassadeurs français ont multiplié les contacts bilatéraux avec leurs homologues africains pour contextualiser les déclarations du président burkinabé. L'objectif était de minimiser l'impact de ces critiques en rappelant les réalisations de la coopération franco-africaine et en soulignant les défis sécuritaires communs. Cette approche en sourdine révèle également une transformation profonde de la diplomatie française en Afrique. Fini l'époque où un président français pouvait se permettre de recadrer publiquement un dirigeant africain récalcitrant. Les rapports de force ont évolué, et la France doit désormais composer avec des opinions publiques africaines de plus en plus critiques et des leaders qui n'hésitent plus à défier ouvertement l'ancienne métropole. Les médias français ont largement relayé l'intervention de Traoré, mais en adoptant un ton majoritairement critique envers le président burkinabé. Les éditorialistes ont souligné les contradictions de sa position, rappelant que son pays bénéficie encore de l'aide française et que la sécurité régionale dépend en partie de la présence militaire française. Cette contre-offensive médiatique s'inscrit dans une stratégie plus large de délégitimation des critiques africaines. Cependant, l'impact des déclarations de Traoré dépasse largement le cadre franco-burkinabé. Elles trouvent un écho favorable dans de nombreux pays africains où les populations nourrissent des griefs similaires envers l'ancienne puissance coloniale. Les réseaux sociaux africains ont amplifié le message de Traoré, transformant ses déclarations en symboles de résistance face au néocolonialisme occidental. Cette dimension panafricaine des critiques de Traoré inquiète particulièrement les stratèges français. Ils redoutent un effet de contagion qui pourrait pousser d'autres dirigeants africains à durcir leur position envers la France. Le Mali et le Niger ont déjà emboîté le pas au Burkina Faso en demandant le départ des forces françaises. D'autres pays pourraient suivre si la rhétorique anti-française continue de porter ses fruits sur le plan politique intérieur. La gestion de cette crise révèle également les limites de la communication politique française en Afrique. Habituée à s'adresser aux élites africaines francophones et francophiles, la diplomatie française peine à toucher les nouvelles générations africaines, souvent plus anglophones, plus connectées aux réseaux sociaux internationaux et moins sensibles aux arguments traditionnels de la coopération franco-africaine. Face à cette évolution, l'Élysée a engagé une réflexion stratégique sur l'adaptation de sa politique africaine. Des groupes de travail ont été constitués pour repenser les modalités de la présence française sur le continent, explorer de nouveaux partenariats et développer une communication plus en phase avec les aspirations des jeunes Africans. Mais ces ajustements tactiques suffiront-ils à enrayer la remise en cause structurelle de l'influence française? L'attitude d'Emmanuel Macron lors de cette séquence onusienne illustre parfaitement les dilemmes de la France contemporaine face à son passé colonial. Coincé entre la nécessité de préserver des intérêts stratégiques majeurs et l'impossibilité de défendre publiquement un système perçu comme néocolonial, le président français navigue à vue dans un paysage géopolitique en mutation profonde. La confrontation feutrée entre Emmanuel Macron et Ibrahim Traoré au siège des Nations Unies s'inscrit dans une dynamique historique plus large qui dépasse le simple cadre des relations bilatérales franco-burkinabé. Elle révèle une mutation profonde des équilibres géopolitiques africains et marque peut-être la fin d'une époque dans les relations entre l'Europe et l'Afrique. Cette séquence diplomatique, apparemment anodine, pourrait bien être analysée par les historiens futurs comme un tournant dans la décolonisation mentale du continent africain. L'héritage colonial français en Afrique subsaharienne
constitue un écheveau complexe de relations économiques, militaires, culturelles et politiques tissées sur plus d'un siècle. La France a construit son influence africaine sur un système sophistiqué mêlant accords de défense, union monétaire, coopération technique et réseau d'influence personnelle. Ce système, baptisé France-Afrique par ses détracteurs, a permis à Paris de maintenir une position dominante sur un continent riche en ressources naturelles et en potentiel démographique. L'émergence de figures comme Ibrahim Traoré remet en question les fondements mêmes de cette architecture. Ces nouveaux leaders africains, souvent issus des forces armées, portent une vision différente de la souveraineté nationale. Ils rejettent l'idée d'une souveraineté limitée, négociée avec l'ancienne puissance coloniale, et revendiquent une indépendance pleine et entière, y compris dans ses dimensions les plus symboliques. Cette évolution s'inscrit dans un contexte géopolitique mondial en recomposition. L'émergence de nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde ou la Turquie offrent aux pays africains des alternatives à la coopération traditionnelle avec l'Europe. Ces nouveaux partenaires proposent souvent des relations moins contraignantes, dépourvues du poids historique de la colonisation et basées sur une logique commerciale plus pragmatique. La Chine, en particulier, a bouleversé les équilibres africains en proposant un modèle de coopération South-South qui séduit de nombreux dirigeants africains. Les investissements chinois dans les infrastructures, sans conditionnalités politiques explicites, contrastent avec l'approche européenne traditionnellement assortie d'exigences en matière de gouvernance et de droits humains. Cette concurrence, accrue, réduit mécaniquement la marge de manœuvre française sur le continent. Le silence de Macron face aux accusations de Traoré témoigne également d'une prise de conscience progressive au sein de l'élite française. Les responsables politiques hexagonaux réalisent que la défense publique du système france-africain est devenue contre-productive. Toute justification des relations privilégiées franco-africaines risque d'être interprétée comme une revendication néocoloniale et de nourrir davantage les critiques des leaders africains contestataires. Cette contrainte communicationnelle révèle un paradoxe fondamental de la position française contemporaine. D'un côté, la France ne peut pas abandonner complètement ses intérêts africains, qui représentent un enjeu stratégique majeur pour son statut de puissance mondiale. De l'autre, elle ne peut plus défendre ouvertement un système perçu comme anachronique par une partie croissante de l'opinion publique africaine et internationale. L'évolution des médias et des moyens de communication amplifie ce dilemme. Les réseaux sociaux permettent aux leaders africains de s'adresser directement aux populations, court-circuitant les canaux diplomatiques traditionnels et les médias mainstream, souvent favorables aux positions occidentales. Ibrahim Traoré maîtrise parfaitement ces nouveaux outils, utilisant Twitter, Facebook et TikTok pour diffuser son message panafricaniste auprès des jeunes générations. Cette révolution communicationnelle transforme également la nature des débats sur la colonisation et ses héritages. Les jeunes Africains, connectés et informés, développent une conscience historique critique qui les rend moins sensibles aux arguments paternalistes de l'ancienne métropole. Ils remettent en question les récits officiels sur les bienfaits de la colonisation et exigent une reconnaissance des crimes coloniaux. La France, longtemps réticente à assumer pleinement la dimension criminelle de son passé colonial, se trouve désormais contrainte d'adapter son discours. Emmanuel Macron a franchi plusieurs étapes symboliques en reconnaissant la responsabilité française dans certains épisodes tragiques de l'histoire coloniale. Mais ces gestes restent jugés insuffisants par de nombreux Africains qui attendent une démarche plus globale de repentance et de réparation. Cette demande de justice historique s'articule avec des revendications économiques concrètes. Les leaders comme Traoré ne se contentent pas de dénoncer le passé colonial. Ils remettent en question les mécanismes contemporains qu'ils perçoivent comme la perpétuation de la domination française. Le franc CFA, les accords de défense, les contrats d'exploitation des ressources naturelles, tous ces éléments sont scrutés et contestés par une nouvelle génération de dirigeants africains. L'enjeu dépasse largement le cadre franco-africain. L'Union européenne dans son ensemble observe avec inquiétude cette remise en cause de l'influence occidentale en Afrique. Le continent africain
représente un marché d'avenir crucial pour l'économie européenne, un réservoir de ressources énergétiques dans le contexte de la transition écologique et un partenaire stratégique dans la gestion des flux migratoires. La montée des sentiments anti-occidentaux en Afrique coïncide également avec l'expansion de l'influence russe sur le continent. Le groupe Wagner, avant sa dissolution, avait établi des positions solides dans plusieurs pays africains, proposant des services sécuritaires sans les conditionnalités démocratiques imposées par l'Occident. Cette alternative autoritaire séduit certains dirigeants africains, en quête de stabilité à court terme. Dans ce contexte concurrentiel, la stratégie du silence adoptée par Macron face à Traoré reflète une forme d'impuissance stratégique. La France ne peut plus imposer sa volonté comme à l'époque de Jacques Foccart, mais elle ne parvient pas non plus à construire un nouveau modèle de partenariat qui satisferait les aspirations africaines, tout en préservant ses intérêts nationaux. Cette crise d'adaptation de la politique africaine française révèle des enjeux plus profonds sur l'évolution du système international. L'ordre westphalien, basé sur la souveraineté nationale absolue, entre en tension avec les réalités de la mondialisation et de l'interdépendance économique. Les pays africains revendiquant leur souveraineté, tout en restant intégrés dans des chaînes de valeur globales qui limitent leur autonomie décisionnelle. Le défi pour la France consiste à inventer une nouvelle forme de coopération qui respecte les aspirations légitimes des peuples africains tout en préservant des relations privilégiées justifiées par l'histoire commune et les intérêts partagés. Cette transition nécessite une transformation profonde des mentalités des deux côtés de la Méditerranée. Un exercice complexe qui demande du temps et de la pédagogie politique. Le silence calculé d'Emmanuel Macron face aux déclarations incendiaires d'Ibrahim Traoré à l'ONU marque potentiellement l'entrée dans une nouvelle ère des relations franco-africaines. Cette séquence diplomatique, en apparence anodine, pourrait bien constituer un point de non-retour dans l'évolution des rapports entre la France et ses anciennes colonies. Les conséquences de cette confrontation silencieuse dépassent largement le cadre bilatéral franco-burkinabé et esquissent les contours d'un futur où l'influence française en Afrique devra se réinventer ou risquer de s'effriter définitivement. L'immédiat après-ONU a révélé l'ampleur du défi auquel fait face la diplomatie française. Dans les chancelleries africaines, les déclarations de Traoré ont été largement commentées et souvent approuvées, même par des dirigeants traditionnellement proches de Paris. Cette sympathie diffuse pour le message du président burkinabé témoigne d'un changement d'humeur profond des élites africaines qui n'osent plus défendre publiquement leurs relations privilégiées avec l'ancienne métropole. Les conséquences économiques de cette évolution commencent déjà à se faire sentir. Plusieurs contrats d'exploitation minière impliquant des entreprises françaises font l'objet de renégociations musclées dans des pays ouest-africains. Les gouvernements locaux, encouragés par l'exemple burkinabé, exigent des conditions plus favorables et remettent en question des accords signés dans des contextes politiques différents. Cette pression économique croissante pourrait contraindre les entreprises françaises à réviser leurs stratégies africaines. Le secteur de la défense et de la sécurité constitue l'autre grande victime de cette transformation géopolitique. Les accords de défense franco-africains, piliers de l'influence française depuis les indépendances, sont désormais perçus par une partie des opinions publiques africaines comme des instruments de tutelle rather than de protection. Le départ des forces françaises du Mali et du Niger préfigure peut-être un retrait plus général de la présence militaire française en Afrique de l'Ouest. Cette évolution inquiète profondément les stratèges français qui voient dans la présence militaire africaine un élément crucial de la projection de puissance française à l'échelle mondiale. La France tire une partie importante de son statut international, de sa capacité à intervenir militairement en Afrique et à stabiliser une région considérée comme stratégique par la communauté internationale. La remise en cause de cette capacité d'intervention pourrait affaiblir la position française dans les négociations internationales. Face à ces défis,
l'Élysée a engagé une réflexion stratégique approfondie sur l'avenir de la politique africaine de la France. Plusieurs scénarios sont à l'étude, allant d'une refonte complète des relations franco-africaines à un repli stratégique sur quelques pays partenaires fiables. Cette réflexion implique tous les acteurs de la politique africaine française, des militaires aux entreprises, en passant par les ONG et les institutions académiques. L'option de la transformation radicale des relations franco-africaines séduit certains experts qui plaident pour l'abandon définitif du modèle france-africain au profit d'un partenariat plus équilibré. Cette approche nécessiterait l'acceptation, par la France, d'une perte d'influence relative en échange d'une légitimité retrouvée et de relations apaisées avec le continent africain. Elle impliquerait notamment la fin des accords de défense automatiques, la réforme du franc CFA et la renégociation de nombreux traités bilatéraux. Le scénario du repli stratégique, défendu par les partisans d'une approche plus réaliste, consisterait à concentrer les efforts français sur un nombre réduit de pays africains encore favorables à la coopération avec Paris. Cette stratégie permettrait de préserver l'essentiel des intérêts français tout en limitant les coûts politiques et financiers d'une présence africaine contestée. Elle risque cependant de créer une division durable entre l'Afrique francophone, avec d'un côté des pays alignés sur la France et de l'autre des États hostiles à l'influence française. La dimension européenne de cette crise africaine complique encore les choix stratégiques français. L'Union européenne développe sa propre stratégie africaine, parfois en concurrence avec les intérêts français spécifiques. Bruxelles prône une approche multilatérale et conditionnée des relations avec l'Afrique, ce qui peut entrer en conflit avec les habitudes bilatérales de la diplomatie française. Cette tension entre les niveaux national et européen de la politique africaine nécessite une coordination complexe qui n'est pas toujours évidente. L'opinion publique française elle-même évolue dans sa perception des relations avec l'Afrique. Les nouvelles générations, moins marquées par l'histoire coloniale et plus sensibles aux questions de justice internationale, remettent en question l'héritage france-africain. Cette évolution sociologique pourrait faciliter une transformation de la politique africaine française, mais elle pourrait aussi pousser vers un désengagement si les coûts politiques et humains de la présence africaine devenaient trop importants. Les défis sécuritaires régionaux compliquent cette équation politique. L'expansion du terrorisme islamiste au Sahel, les trafics transnationaux et l'instabilité politique chronique de certains États créent des menaces qui dépassent les frontières nationales. La France argue que sa présence militaire africaine répond à ces défis sécuritaires globaux et qu'un retrait précipité pourrait avoir des conséquences dramatiques pour la stabilité régionale et internationale. Cependant, l'efficacité de cette stratégie sécuritaire est de plus en plus questionnée. L'échec relatif de l'opération Barkhane à enrayer durablement la menace djihadiste au Mali nourrit les critiques de leaders comme Traoré, qui dénoncent l'inefficacité de l'approche militaire française. Ces dirigeants africains plaident pour des solutions endogènes aux problèmes sécuritaires, privilégiant les forces armées nationales et les initiatives sous-régionales aux interventions extérieures. La question de la formation et de l'équipement des armées africaines devient donc centrale dans la redéfinition des relations franco-africaines. La France pourrait évoluer d'un rôle d'intervention directe vers un rôle de soutien et de conseil, moins visible politiquement, mais potentiellement plus durable. Cette transition nécessiterait cependant l'accord des partenaires africains et une adaptation des doctrines militaires françaises. L'avenir des relations franco-africaines dépendra également de la capacité de la France à proposer une alternative crédible aux nouveaux partenaires du continent. Face à l'offensive chinoise, turque ou russe en Afrique, Paris doit redéfinir sa proposition de valeur. Cette redéfinition pourrait s'appuyer sur l'expertise française dans certains domaines techniques, sur les liens culturels et linguistiques, ou sur la promotion de certaines valeurs démocratiques. La dimension culturelle et linguistique conserve effectivement une importance particulière dans cette recomposition géopolitique. La francophonie constitue un atout potentiel pour maintenir des liens privilégiés avec l'Afrique, mais à condition que la promotion de la langue française
ne soit pas perçue comme un instrument de domination culturelle. Cette approche nécessite une transformation profonde des politiques culturelles françaises en Afrique, privilégiant l'échange et la réciprocité à la diffusion unidirectionnelle. Le silence de Macron face à Traoré symbolise finalement cette période de transition et d'incertitude. La France cherche encore les mots et les gestes qui lui permettront de rester un partenaire pertinent de l'Afrique dans un monde multipolaire. Cette recherche nécessite une remise en question profonde des habitudes diplomatiques, une acceptation de la perte d'hégémonie et une capacité à inventer de nouvelles formes de coopération respectueuses des aspirations africaines. L'enjeu dépasse le simple cadre franco-africain. Il s'agit de redéfinir les modalités de la coopération Nord-Sud dans un monde post-colonial en construction.